Accident spectaculaire ce jeudi à Gbessia sur l'autoroute Fidel Castro. C'est un camion en direction de Madina qui a percuté un motard avant de le rouler dessus. La victime, qui est décédée sur place, préparait son mariage et partait chez sa fiancée selon ses proches. Dans la foulée, des jeunes en colère ont voulu incendier le camion. La police est intervenue pour les en empêcher. C'est tout pour le sommaire. Dans un court instant, les détails. Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le pire a été évité de justesse pour notre confrère Youssouf Ba. Le domicile de ce journaliste correspondant d'Al Jazeera à Conakry a été attaqué la nuit dernière par des bandits armés. Youssouf a pu alerter à temps un policier qui loge non loin de son domicile. Ce dernier et des jeunes du voisinage, appuyés un peu plus tard par des agents de la brigade anticriminalité, ont réussi à refouler les malfrats. Mamadou Taneba, reportage. Le domicile de Youssouf Ba, journaliste correspondant de la chaîne Al Jazeera, a été la cible d'un groupe de bandits dans la nuit de ce jeudi. Notre confrère était couché quand il a entendu son chien aboyer aux environs de 2 heures à Koloma. Il explique les circonstances de l'attaque. C'est vers 2 heures moins quelques minutes. Des bandits sont venus. Ils ont passé par derrière, par des voisins. Il y a une famille Sogipa, Ba Sogipa, qui attend de construire derrière le bâtiment. Donc il a tellement collé son bâtiment juste, parce qu'on a même discuté, j'ai dit, de façon que tu attends de construire, ça va nous créer des problèmes avec bandits. Donc on a déjà vu des problèmes. Donc ils sont venus, ils ont échappé le caméra, passé par derrière, donc descendent dans la cour. Il y a des chiens, ils ont jeté cailloux sur les chiens, plusieurs cailloux, les chiens ont pu passer de l'autre côté. Donc ils ont rentré, commencé de foncer la porte. Youssouf Ba a eu le temps d'alerter un policier qui habite dans le voisinage. Ce dernier, appuyé par des jeunes du quartier, est aussitôt venu au secours avant l'arrivée des éléments des BAC 6 et 7. Il y a un policier, un des éléments du ministre Damantan Kamara, qui s'appelle Amadou Kaba, qui est venu avec un autre bénévole qui s'appelle Cheikh Amadou Souma, et un jeune qui est de coiffus ici, il s'appelle Kalos. Ils ont monté beaucoup d'enfants et des jeunes du quartier. Donc ils ont venu attaquer aussi contre des bandits. Donc il y a eu des tirs, mais on ne connaît pas qui a tiré. Mais malheureusement, comme Kaba et les autres, ils ont venu, donc ils ont fait des bruits dehors. Donc les bandits, ils ont essayé toujours pour foncer. En ce moment, BAC 6, le commandant Sékou Touré, BAC 7, ils ont venu avec un autre commandant Somparé. Ils ont venu renforcer les enfants. Donc en ce moment, les bandits ils ont passé encore chez les voisins et sont partis. Ce qui m'a étonné, c'est les voisins. Il y a des ciments dehors, beaucoup de sacs de ciment, il y a beaucoup de matériel de construction. Mais pourquoi des bandits n'est pas volé là-bas? Vous-même, vous avez vu les SL à côté de chez nous. Donc ça me fait surprise. Mamadou Aliouba est l'un des premiers secouristes à mobiliser les jeunes du quartier pour défendre le journaliste Youssouf Ba. Je suis parti voir les PA à Bombol ici. Maintenant, je les ai avertis de venir m'aider à attaquer les bandits là. Maintenant, ils ont dit d'attendre le Baka. J'ai appelé les jeunes du quartier. On m'a aidé, on est venu les saccager ici un peu. Maintenant, quelques minutes, les BAC sont venus. BAC 6 et 7, ils nous ont aidés. Maintenant, ils sont pris la fuite. Mais ils étaient au nombre de 3 comme ça. Ils avaient une machette. Avec l'aide des voisins et des hommes en uniforme, le correspondant de la télévision Al Jazeera et sa famille ont échappé à l'attaque des bandits armés qui ont fait irruption dans sa cour à Koloma, sur le Primo. On parle encore criminalité avec la présentation hier soir du présumé acteur principal des kidnappings à Conakry. Du retour du Mali où il séjournerait ces derniers temps, Mohamed a été arrêté dans le cadre des enquêtes diligentées sur l'enlèvement de l'homme d'affaires Dansoko. Sur Kanjabangoura pour les détails.
Un vaste réseau de kidnappeurs traqué par les enquêteurs depuis la semaine dernière a été démantelé. Dans l'affaire de l'enlèvement de Dansoko, le présumé cerveau tant recherché est finalement arrêté. Face à la presse, Mohamed Sidi Diallo donne les détails. En fait, Dansoko, moi en personne, c'est moi qui ai planifié, c'est moi qui ai voulu faire un enlèvement. Mais la personne de Dansoko, je ne l'ai jamais connue. Donc, c'est le nommé Kungara qui avait, je ne sais pas quel type de lien avec lui, qui nous a proposé dans ce projet. Il n'y a pas de problème, ça marche. Donc on a levé M. Dansoko. Vous le savez, la procédure c'est quoi? Vous la levez, vous le gardez avec vous, vous demandez une rançon. On a demandé une fois, et il y a son petit frère qui est venu pour nous donner l'argent, mais il était avec la police. On a détecté la police. L'arrestation de Mohamed Sidi Diallo n'a pas été facile. Il a été encerclé par les agents de police pendant qu'il avait une grenade en main. Quand ils sont venus pour m'interpeller, j'étais blessé, j'avais une grenade. D'accord. Moi je me suis dit, je ne peux pas me rendre à la police. D'accord. Ça j'avais dit ça. D'accord, j'avais la grenade sur moi comme ça, je l'avais, je les ai montrés, ils étaient tous autour de moi, me traquaient les armes. Je dis, si vous voulez, vous pouvez tirer, mais je ne lâche pas ma grenade. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui serrait derrière moi, que je n'ai pas vu, celui qui m'a cogné par derrière, donc je suis tombé. C'est à ce moment qu'il a tapé ma main. Ce spécialiste des kidnappings reconnaît avoir enlevé plusieurs personnes ces dernières années. A été enlevé par moi, Mohamed Sidi Diallo, plus un certain Sénégalais. Le mode opératoire des bandits évolue en fonction du temps. La police, quant à elle, promet de lutter efficacement contre ce fléau. Il est à noter que pour cette fois-ci, Mohamed Sidi Diallo a été arrêté en compagnie de 2 de ses présumés complices. Dans tous les cas, nos services, nos autorités, tous sont engagés résolument à combattre avec efficacité la grande criminalité, mais aussi assurer la sécurité de la population par la protection de leurs personnes, mais aussi de leurs biens. Accident spectaculaire ce jeudi à Bessia sur l'autoroute Fidel Castro dans la commune de Matoto. C'est un camion en partance pour le centre-ville qui a violemment percuté un motard avant de le rouler dessus. Selon les proches de la victime, le jeune préparait son mariage et partait voir sa fiancée quand le gros porteur l'a fauché. Des jeunes en colère ont tenté de mettre feu sur le camion, mais ils ont été empêchés par les forces de l'ordre qui ont fait usage du gaz lacrymogène. Sorekanja Bangoura revient dans ce journal. Suivez son reportage. La route continue à faire des victimes. À Bessia, d'un point dans la mi-journée, un camion a percuté un motard qui roulait pourtant dans le même sens que l'engin lourd. Couché sous les roues du gros porteur, le motard a eu plusieurs fractures qui lui ont été fatales. Une situation qui a mis les riverains en colère. La foule a failli brûler le gros porteur, mais la police est intervenue à temps. C'est en ce moment que les jets de pierre ont commencé, paralysant ainsi la circulation. Aussitôt informés, les connaissances de la victime se sont rendues sur place, mais ils sont inconsolables. La victime, Ousmane Kamara, électricien, préparait son mariage. Il était en route pour rejoindre sa fiancée à Madina. Il vient à peine de quitter la maison tout à l'heure pour sa moto Apache noire. Vraiment, on est très désolé pour sa mort. C'est un jeune marié. Il n'est pas marié, il devait juste se marier après juste ce mois de Ramadan. Il partait chez sa fiancée à Madina. Il vient à peine de me quitter à la maison. Le conducteur a échappé à un lynchage, mais le camion a été caillassé par une foule en colère.
Opposée à cette méthode des jeunes, la police a fait usage de gaz lacrymogène dont les effets ont touché cette école située à quelques mètres, causant la panique dans l'enceinte de l'établissement. Une femme sauvagement abattue par le jeune frère de son mari à Maferegna dans Forêt-Caria. L'alerte est donnée par une féministe qui a décidé d'accompagner la dame dans ce dossier de violence conjugale qui est déjà porté devant la justice. En Soubaï-le-Baldé. Mami Souma dit avoir subi ces violences physiques de la part de son beau-frère Abdoulaye, jeune frère de son mari. Des bastonnades qui lui ont causé plusieurs blessures. La tête au niveau du front et l'œil gauche, l'intérieur de deux cuisses et les côtes arrière sont violemment touchées. Mami Souma serait accusée par la famille de son mari d'entretenir des relations amoureuses avec un jeune conducteur de mototaxi à son lieu de vente à Maferegna. De menace en menace, des membres de la famille Conté ont finalement décidé de monter ce coup contre la pauvre dame. Selon Mami, son mari, sa belle-mère et son beau-frère sont tous coupables de violences faites contre sa personne. Mon mari, ma belle-mère, mon beau-frère qui m'a frappé et Soriba sont les 4 personnes qui ont monté le coup contre moi. Abdoulaye ne m'adresse pas la parole. Sa mère aussi ne me parle pas. Tous les jours, je sors pour aller revendre de l'eau minérale et c'est avec cet argent que je nourris mes enfants, mon mari et sa mère. Mami Souma nous apprend que l'acte s'est produit dans son propre foyer à Maferegna, dans la préfecture de Forêt-Caria. C'était le 9 avril dernier. Elle a subi les bastonnades du jeune Abdoulaye par un bâton. Le coup reçu à la tête lui a causé un traumatisme pendant un bon moment avant de se retrouver, explique-t-elle. Aussitôt contactée, une ONG de défense des droits des femmes s'est mise à pied d'œuvre pour prendre la situation en main. Kadiatou Damaro Kamara est la présidente de l'AFDA. Nous, en tant qu'activistes de la société civile qui militent pour le respect, pour la protection, la promotion des droits et le bien-être des femmes et des jeunes filles en République de Guinée, mais aussi en tant que personnes humaines, on a décidé de porter plainte contre l'auteur afin vraiment de donner une suite légale à l'affaire et de faire valoir la victime dans ses droits. Parce que nous pensons que ce sont des actes que nous condamnons. Selon les explications données sur place, le jeune Abdoulaye, présumé auteur de ces violences, est un habitué des faits. Le constat a révélé que la personne, c'est-à-dire son beau-frère, serait un habitué. C'est quelqu'un, il avait 2 femmes. Mais toutes ces femmes-là ont quitté le foyer à cause de la même attitude inhumaine qu'il a faite à Mami, la victime. Il est actuellement détenu à Forêt-Caria. Son procès même a démarré depuis hier dans la préfecture selon les témoignages. Elle demande justice. Et je vous rappelle que depuis que l'acte s'est produit jusqu'à maintenant, le jeune il est détenu. Il a été transféré à Forêt-Caria. Hier même, on a démarré son procès. Après sa comparution devant le juge hier, on a compris que son mari est un complice, sa belle-mère aussi est un complice. Et du coup, le juge exige à ce que le jugement prochain, toutes ces 2 personnes soient là-bas. Après 2 semaines, depuis ces violences contre elle, Mami Souma a été transférée par sa famille à Koya, où elle habite actuellement. Elle a commencé à cicatriser de ses blessures. Elle suit régulièrement son traitement à l'hôpital Ignace Dine. Sur le continent, le Tchad continue d'occuper la une de l'actualité africaine. Vous le savez, le général Mahamat Idriss Déby a succédé à son défunt père, décédé mardi des suites de blessures au front selon l'armée. Cette succession de père en fils est catégoriquement rejetée par l'opposition qui s'est réunie hier mercredi pour statuer sur la prise du pouvoir par l'armée. Suivez. Déby est mort, vive Déby.
Ce mercredi, le fils de l'ex-président tchadien, décédé la veille des suites de ses blessures au front, a chaussé les bottes de son père. Mahamat Idriss Déby, jeune général de 37 ans, occupe désormais les fonctions de président de la République du Tchad, chef de l'État et chef suprême des armées, le tout à la tête d'un conseil militaire de transition de 15 généraux mis en place pour au moins 18 mois. Pour l'opposition, qui critiquait déjà vivement la longévité de Déby père, cette succession ne passe pas. Condamne avec fermeté le coup d'État institutionnel opéré par les généraux après la mort du président de la République, Idriss Déby Itno. Cela ressemble à un coup d'État. Et ça ne devrait pas être un coup d'État. Et par conséquent, il fallait tout simplement mettre en jeu les mécanismes institutionnels qui existent, à savoir la Constitution du Tchad. Il faut dire que le nouvel homme fort du Tchad n'y va pas par 4 chemins. Instauration d'un couvre-feu et fermeture temporaire des frontières terrestres et aériennes, mais surtout dissolution de l'Assemblée nationale et concentration des pouvoirs. La charte publiée ce mercredi prévoit également que la durée de la transition gérée par la junte peut être reconduite une fois. Le Tchad ne connaîtrait dans ce cas pas d'élection démocratique avant 3 ans. Une situation qui embarrasse les alliés du Tchad, Paris en tête, qui s'abstiennent de qualifier de coup d'État cette prise de pouvoir. Aujourd'hui, une transition commence dans des conditions dont nous prenons acte. Nous espérons qu'elle se déroulera pacifiquement, dans un esprit de dialogue et de concertation, pour aboutir à une gouvernance civile stable et que la transition militaire sera la plus brève possible. La situation est mouvante. Je ne vais pas la caractériser d'une quelconque manière à ce stade. Ce que je répondrai à votre question et que j'ai déjà dit, c'est que nous encourageons depuis longtemps les avancées vers la démocratie et un gouvernement représentatif au Tchad. C'est quelque chose que nous continuerons à faire. Des précautions diplomatiques qui s'expliquent par le soutien de poids que représente le Tchad dans la lutte contre les djihadistes au Sahel. Le QG des forces militaires françaises Barkhane y est installé et la France avait en retour bombardé des positions rebelles au nord du pays en 2019. Emmanuel Macron doit d'ailleurs assister ce vendredi aux obsèques de l'ex-président tchadien, tout comme une dizaine d'autres chefs d'État. Au Cap-Vert, le secteur du tourisme est fortement affecté par les conséquences de la pandémie mondiale due au coronavirus. Nos confrères de TV5 sont allés à Tarrafal, principale station balnéaire de l'île de Santiago. Suivez leur reportage. Au beau milieu des montagnes de l'île de Santiago, de l'eau turquoise, du sable fin et une plage quasi déserte. Pas un seul touriste. Seuls quelques habitants prennent le soleil. Ce pêcheur et guide touristique accuse le coup. En temps normal, avant la pandémie, il y avait beaucoup de touristes ici à Tarrafal, surtout à cette période de l'année. Mais maintenant, plus personne ne vient. Un coup dur pour la ville de Tarrafal, principale station balnéaire de l'île de Santiago, d'ordinaire très prisée des vacanciers durant la saison sèche. Dans le centre-ville, les rues sont clairsemées. L'Office du tourisme tente de s'adapter depuis l'annulation en masse des vols internationaux. C'est pourquoi nous devons réfléchir aux alternatives. Nous devons renforcer davantage l'économie locale, l'agriculture, la pêche, l'élevage, le tourisme intérieur, etc. De nombreux hôtels de la ville ont dû fermer. Celui-ci est sorti de terre il y a seulement quelques mois. Un pari audacieux en pleine pandémie. À 25 ans, la directrice mise elle aussi sur le tourisme interne pour subsister. Nous devons aussi investir dans ce que nos concitoyens veulent. Il y a aussi des gens d'ici, de notre pays, qui veulent venir dans notre établissement. Alors nous leur offrons les meilleurs prix, les meilleures offres pour les attirer. Le Cap-Vert est très dépendant de l'Europe pour le tourisme, mais aussi pour le commerce. 90% des produits consommés sont importés du vieux continent. Pour se relever de la pire récession que le pays ait connue, l'archipel, situé à 600 km des côtes sénégalaises, doit se rapprocher de ses partenaires africains. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de votre attention et merci de votre fidélité. Bon Ramadan à tous.